imagerie. Donc là, on a c'est un processus physique. Donc, typiquement, un microscope, vous avez une certaine scène qui passe par un appareil optique, et puis on obtient une image. Donc et vous avez l'opération inverse en informatique graphique, en computer graphics, où là, c'est plutôt, vous essayez de représenter de manière abstraite une scène, et ensuite on simule la lumière qui arrivera sur cette scène. Donc, ça, c'est une autre discipline, c'est concernée par les images, c'est la vision par ordinateur. Donc là, la vision par ordinateur, c'est plus quelque chose qui relève de... Excusez-moi, Monsieur, vous avez des problèmes de réseau? Allô? Monsieur? Oui, pour savoir si c'est de mon côté ou de votre côté, mais c'est de mon côté alors. Pas bien, il faut peut-être que... Ouais, je vous entends même pas quand vous parlez. Ouais, donc c'est... D'accord. Donc c'est moi qui ai des problèmes de réseau. Je crois que c'est votre côté, oui, parce que je vois bien les autres vidéos, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de lag. Je confirme, je vous entends bien, et par contre, de l'autre côté, c'est un peu... Ok, merci. Merci. Je vais essayer d'arranger ça. Merci. Et du coup, je vous... J'espère que ça ira mieux. Alors, vous avez les slides en ligne, hein, au pire, mais ce n'est pas... Oui, je ne peux pas très bien. Bonne chance. Et puis donc voilà, ce qu'on appelle donc là, bon, le but c'est un peu de vous faire un peu la carte là, des disciplines où les images interviennent. Donc la vision par ordinateur, c'est une sous-discipline de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc là, c'est plus de la compréhension du contenu des images, d'accord. Donc l'extraction d'informations, par exemple ici la détection d'objets. Étant donné l'image, on veut créer un programme informatique qui reconnaît un piéton, un véhicule, etc. Voilà. Alors, ça, c'est différent de ce qu'on appelle l'image ou la vidéo, enfin le traitement d'image ou le traitement vidéo. Le traitement d'image, ça va être des tâches plus bas niveau, d'accord, où on va, en réalité, étant donné une image, on va vouloir produire une nouvelle image qui est une amélioration ou un changement de l'image de départ. D'accord. Donc, c'est plus des tâches. Donc là, par exemple, vous avez un exemple de colorisation d'image. On verra d'autres tâches. D'accord. Alors, justement, les frontières n'est pas tout à fait nettes. Donc, par exemple, en fait, dans ce que je vais vous raconter, là, on va faire de la vision par ordinateur pour le dernier jour. D'accord. Parce qu'on va vouloir faire de la classification d'images. Donc, par exemple, de détecter si dans une image, on a une voiture ou un chat, ou ce genre de choses. D'accord. Donc, ça relève de la vision par ordinateur, donc computer vision. Mais la plupart des choses que l'on va faire ensemble, ça va relever du traitement d'image, où on va essentiellement faire des programmes qui prennent en entrée une image et ressortent une nouvelle image. Ok, donc vous avez en fait en général, vous avez toute une chaîne de traitement sur les images. Ce qui relève des choses bas niveau, ça va être du traitement d'image. Et ensuite, souvent, on va vouloir faire des choses plus complexes, plus haut niveau, qui vont relever de la vision par ordinateur. D'accord. Donc, vous avez ici
Au démarrage, hein, on a déjà l'acquisition de l'image avec un capteur. C'est ce qui est ici le sensing. On va avoir des problématiques de transmission, de compression de données. Ensuite, on va avoir des problématiques de restauration ou alors de filtrage. On va pouvoir vouloir augmenter la qualité des images en faisant de la super résolution, ou alors on va vouloir extraire des informations de l'ordre géométrique. Donc, on va détecter des contours ou faire de la segmentation. Et puis, éventuellement, faire du suivi d'objets dans des vidéos, par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ensuite avec ces images une fois qu'elles ont été traitées pour améliorer leur qualité ou pour extraire des informations locales intéressantes? Eh ben, on va pouvoir faire des choses plus complexes comme, donc, qui relèvent de la vision par ordinateur, comme la stéréovision. Ça, c'est quelque chose, par exemple, quand on prend deux appareils photo légèrement éloignés pour simuler ce qu'on fait avec nos yeux, donc pour récupérer des informations 3D à partir d'images. On va pouvoir faire de la reconnaissance d'objets, donc ça, je viens d'en parler. On va pouvoir faire même de l'image understanding. On peut, par exemple, aujourd'hui, on peut demander excusez-moi. Et donc, on peut créer des systèmes qui arrivent carrément à décrire des images de manière complète. Donc ça relève de la vision par ordinateur. Okay, donc, pour le traitement d'image, hein, encore une fois, il faut plutôt penser on prend une image et on crée une nouvelle image qui va être améliorée ou changée selon les tâches que l'on souhaite. Alors, les tâches typiques, ça va être, je dirais que la tâche typique du traitement d'image, hein, c'est essentiellement le débruitage. D'accord? Donc, on va beaucoup parler de ça aujourd'hui pour comprendre ces problématiques de bruit et comment enlever le bruit dans les images. Donc là, ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, hein, vous avez une image bruitée au sens où vous avez des variations d'intensité un peu granuleuses là. Et quand on va vouloir la débruiter, eh bien, vous voyez la différence. Donc là, on a créé une image plus lisse qui n'est plus perturbée par le bruit. Ensuite, on va pouvoir faire donc ça, on fera demain, de l'amélioration de contraste, par exemple. Hein. Donc, si vous avez une image qui souffre de problèmes de surexposition au niveau du sol des parties ensoleillées et de sous-exposition au niveau des parties à l'ombre. Et donc, on peut chercher à améliorer le contraste pour avoir des détails dans toutes les parties de l'image. Donc, ça, c'est typiquement une tâche de rehaussement, plutôt d'ajustement de contraste. On a des problématiques de compression. Bon, ça, je dirais que c'est un petit peu des problèmes résolus aujourd'hui avec les standards de JPEG, etc. Mais il faut quand même avoir conscience que selon vos formats d'image, vous avez des images qui vont être compressées et donc qui ont perdu de l'information par rapport à ce qu'on est capable de capter. Hein, donc, quand c'est pour votre téléphone et vos photos de vacances, c'est pas très grave, hein, d'accord? Donc on a tous un smartphone ou presque, et les photos sont en JPEG par défaut. Et par contre, si vous faites de la science, il faut faire attention à ça, d'accord? Il vaut mieux pas en général travailler sur des données JPEG. Si vous avez il faut travailler sur des données RAW qui ne sont pas perturbées par des problèmes de compression. Voilà, donc ensuite on peut parler de feature detection, on va détecter des contours. L'inpainting, c'est un problème où on cherche à enlever des éléments d'une image et ensuite à remplir les trous de manière cohérente. Donc ici, c'est une expérience où on supprime l'élastique de quelqu'un qui saute à l'élastique. Bon, je dirais que c'est pas très scientifique sur ce coup-là, mais pas très grave. Et ensuite, la super résolution, il s'agit de proposer des images qui ont une grille de pixels beaucoup plus dense
et donc de créer du nouveau contenu de manière cohérente avec ce que l'on attend. Voilà. Donc le traitement d'image, encore une fois, ça va être de prendre de créer une nouvelle image à partir d'une image existante, avec donc une nouvelle image dont les données seront alignées avec le contenu de départ, mais qui sera améliorée ou différente avec une tâche bien précise. Je me suis donné plusieurs exemples. Quand on fait du traitement vidéo, j'en ferai pas avec vous. En général, c'est souvent du traitement d'image plus une problématique de continuité temporelle, de suivi du mouvement, ce genre de choses. Donc souvent, on peut faire ce qu'on appelle du frame by frame. Hein. On peut traiter des vidéos sans se soucier de l'aspect temporel. Et puis, pour certaines tâches, ça marche très bien, pour d'autres, c'est pas une bonne idée du tout. Mais souvent, il s'agit quand même de... dari OBS juga nggak bisa kerekam tuh ya. De faire un traitement de chaque image de la vidéo, tout en essayant de garder une cohérence temporelle entre les images naturelles, enfin la cohérence temporelle naturelle de la vidéo. Voilà, donc il y a plusieurs façons de transformer des images. Hein. On peut faire des transformations géométriques. Donc on va ici appliquer des champs de vecteurs sur les pixels. Donc vous faites des transformations géométriques type rotation, translation ou n'importe quoi là en bas à droite. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On a juste appliqué un champ de déplacement à chacun des pixels. Bon, en général, c'est pas toujours intéressant, sauf pour des problématiques de recalage d'images. Donc, si vous avez deux images de la même scène, mais prises avec différents points de vue, vous pouvez avoir besoin de transformer une image vers la configuration de l'autre image. Donc, c'est ce qu'on appelle le recalage. Et sinon, on va surtout s'intéresser à la transformation d'ordre colorimétrique, où donc on va garder l'alignement entre les contenus et on va chercher donc à obtenir une nouvelle image dont les couleurs dépendront des couleurs originales, mais avec certaines tâches de base. Donc ici, vous avez du filtrage, du changement de couleur, de la segmentation, etc. OK. Donc, alors, il faut faire attention au traitement d'image. En fait, qu'est-ce qu'on parle par traitement d'image? D'accord. Donc, en fait, vous voyez tous les jours du traitement d'image avec la manipulation de photos. D'accord. Donc, ça, c'est ce qui est fait souvent, disons, dans les médias, etc., à la main par des artistes, d'accord, ou des artistes graphiques. Ça a toujours été fait depuis que la photographie existe. Donc là, en bas à droite, vous avez un exemple célèbre d'in-painting par la propagande du RSS. On a fait disparaître une personne qui n'était plus bien vue par le pouvoir. Donc, en tout cas, ce sont des choses qui sont faites pour des raisons artistiques et en général non automatiques. D'accord. Donc, mais néanmoins, il y a quand même beaucoup d'aspects du traitement d'image qui apparaissent, hein, donc, comme l'amélioration du contraste, rendre les images plus sharp, donc c'est-à-dire réduire les effets de flou, faire de l'in-painting, etc. Donc ça, c'est toujours fait à la main, et les outils pour ça, c'est Photoshop ou GIMP, c'est une version gratuite de Photoshop. OK. C'est différent de ce qu'on va appeler le traitement d'image pour ce qui va nous intéresser ici. Hein, d'accord. Donc, quand on va faire de la manipulation d'image, ça va être avec des outils d'interface où on fait les choses à la main. Et on va faire, et pour une nouvelle image, on va devoir recommencer.
quand on pense traitement d'image avec un point de vue scientifique, eh bien, là, on a plutôt envie de proposer des outils qui vont être automatiques, d'accord, donc semi-supervisés, donc du moins qui vont demander le moins d'efforts manuels pour chaque image, qu'on pourra appliquer à toute une série d'images qui sont du même ordre. Et donc là, on vise plutôt, comme utilisateur, des scientifiques comme vous ou des industriels. Et on va avoir à montrer eh bien, tout type de signaux 2D, donc, et avec un but bien précis qui ne sera pas juste esthétique. Donc, voilà. De toute façon, on va faire justement un tour de table, un tour de salle pour voir les différentes applications, mais le traitement d'image est vraiment partout. Donc, au sein de l'université, ici, on a des gens qui font de l'astronomie, de la biologie, de la physique, l'imagerie médicale, etc. C'est très riche et toutes ces disciplines se reposent beaucoup, enfin, en partie sur différents types d'imagerie et donc différents types de traitement d'image. Voilà, donc c'est à l'intersection de plusieurs champs disciplinaires. Donc voilà. Le traitement d'image, c'est vraiment pas une discipline. Donc là, moi, je vous ai dit, je suis au laboratoire de mathématiques, mais j'ai des collègues qui font du traitement d'image en informatique, au LIFAT à Tours. Il y a des collègues qui font du traitement d'image. Il y a beaucoup de collègues à Prism, à Polytech, à l'INSA. Donc c'est à la fois du traitement du signal, des mathématiques, également de la physique pour tout ce qui est capteur, lumière, etc. Et également de l'informatique, puisque vous avez voilà, des problèmes de standards de transmission, de compression, etc. Et puis vous avez également aussi des aspects statistiques, notamment à cause des natures aléatoires des images. On y reviendra après sur du bruit. Et donc, malgré tout, c'est quelque chose quand même d'assez bien, même si c'est pas une discipline scientifique en soi, parce que ça touche à beaucoup de modules, beaucoup de disciplines scientifiques. Néanmoins, c'est quelque chose d'assez particulier, et donc en général, on sait quand est-ce qu'on fait du traitement d'image. Et c'est assez différent de ce qu'on appelle le traitement du signal standard, puisque vous avez donc cette nature 2D des images, qui est vraiment différente de ce qu'on peut observer quand on fait le traitement du signal. Donc, c'est-à-dire que souvent, quand on fait le traitement du signal, vous avez des signaux 1D avec du moins un aspect temporel ou un aspect causal dans les signaux. C'est-à-dire que souvent, parce qu'il se passe au temps T0, ça va dépendre du passé, de ce qui s'est passé au temps précédent. Alors que quand vous êtes dans l'image, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas d'ordre dans 2D. Vous n'avez pas de... Quand vous faites de la vidéo, il y a cet aspect causal qui revient. Quand on fait le traitement d'image, on n'a pas cet aspect temporel, et donc on n'a pas d'ordre entre les pixels. Donc il faut proposer des styles différents de ce qui se fait en cinéma. Voilà. Donc, peut-être pour terminer, là, ce qu'on va faire essentiellement, ça va être pour aujourd'hui en tout cas, et demain, on va plutôt parler de restauration d'image. Donc, la restauration d'image, qu'est-ce que c'est on va être confronté en fait à des images qui vont être corrompues. Ça, c'est par essence même du capteur. D'accord. Donc, par exemple, ici, vous avez. Ce qui va se passer en réalité, c'est qu'on a une image idéale qui est que l'on pourrait observer, parfait. Mais quand on va faire
capture par un appareil optique sur un temps fini de cette image, en réalité, on va pas obtenir une image idéale aussi. On va obtenir une version qui est bruitée et qui est coupée sur l'appareil optique et parfait définitivement. La restauration d'image, ça va être de poser un algorithme pour se rapprocher le plus possible de l'image idéale que l'on a pas pu capturer. D'accord. Donc il y a plusieurs façons évidemment d'améliorer cette image. Ça pourrait d'abord être d'améliorer le capteur, etc. Mais il y a quand même des capteurs. Et puis de toute manière, bien sûr, j'ai une expérience que vous avez aimé. Et le but du traitement d'image, c'est est-ce qu'on ne peut pas proposer d'abord la première étape, une amélioration d'image pour se rapprocher de ce que vous auriez voulu avoir à partir de l'information. Et ensuite, quand vous avez toute cette information-là, une version moins fluidée, avec moins de bruit, et ben, vous pouvez commencer à faire le traitement plus géométrique ou qu'est-ce que ça va faire découvrir le cellule en fonction de cellules, etc. Quand vous avez une image extrêmement dynamique et elle retourne à la pour des cellules alors si vous avez une image bien nette, ça va être donc comme pour faire ça, on va avoir vraiment de modèles mathématiques assez accessibles, de savoir qu'est-ce qui se passe déjà dans qu'est-ce qui se passe, ça se fait et comment ça se fait on sait très bien que c'est des premiers éléments à faire pour que ça se passe. Pas trop insister à la c'est déjà dit, mais pour que l'image, parce que ça va être première étape dans le processus de traitement d'image et dans les analyses peut-être encore des étapes de traitement d'image, peut-être aussi sur les étapes sur les méthodes d'ordinateur pour la compréhension d'une image, etc. Bon, après ça, c'est assez général. Ce que je vous propose, ça c'est déjà chacun peut faire ça. Je vais peut-être faire rapidement. Suruh ngapa? On avait juste à terminer. Ini lama. Tadi disuruh ngapain? Disuruh ngapain tadi? Ayah tadi disuruh ngapain?
je vais faire par rapport à l'actualité, ce sera plus simple. Alors, est-ce que... oui. Est-ce que Achour Shafik est là? Voilà. Non. Est-ce que Aline Ahmad? Ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre profil et en quoi vous avez des images dans vos travaux de recherche? D'accord, je suis titulaire d'un Master 2 en mécanique fondamentale et puis je suis en troisième année de ma thèse qui implique la mécanique de des fluides dans le domaine géosciences. L'objectif principal de ma thèse, c'est de produire ou reproduire des écoulements de puissance tendance comme les événements naturels qui chaque année dans la nature. Je peux donner comme un exemple la tempête Alex qui s'est passée en octobre 2020. Donc là, l'idée principale, c'est de modéliser ce type d'écoulements des puissances tendances. Et pour les modéliser, en fait, on reproduit des écoulements dans un canal. Je sais pas si c'est juste derrière moi. D'accord. Dans un canal hydraulique et puis on filme avec une caméra rapide, avec une cadence. La caméra peut atteindre une cadence de 6000 ou 7000 images par seconde, mais là, moi, j'utilise 1000 à 1700 images par seconde. Et après, on fait des processing pour les films, pour tracer les champs de vitesse ou les profils de vitesse de l'écoulement des particules de suspension. C'est qu'avec vous éclairez ça avec quelle lumière, avec cette ouais, j'ai des dalles LED en fait que je mets en fait juste dessus le canal. Comme ça, j'éclaire l'écoulement. Parfois, j'utilise une barre LED en dessous aussi sous le canal pour éclairer un peu la base des écoulements. Ok, super. Merci beaucoup. De rien, je ne sais pas si je peux vous montrer, je ne sais pas si j'ai sur ce PC un écoulement, je ne suis pas sûr. Mais... Je ne sais pas si vous avez le droit de partager un contenu, en fait. Je sais pas si... Est-ce que vous avez la touche à partager d'écran chez vous? Je vais voir. Non, alors. Bon, en attendant, si vous trouvez, c'est bien. Sinon, je vais passer à Vraiment Sylvain. On revient voir après. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis historien, je suis au CESR, je suis en thèse de doctorat sur partager les... Pardon, oui. Continuez, et puis je passerai après. Je suis en thèse de doctorat sur l'histoire de la marine au XVIe siècle et j'ai besoin d'images, de détails. Il y a des fois, c'est pas de qualité formidable, donc essayer de les améliorer pour illustrer. C'est basique, mais bon, il faut apprendre. D'accord, très bien. Comment faire? Parfait. J'avais juste une question. MATLAB, vous l'avez installé comment? Pour l'installer, on fait comment? Alors, vous êtes à Tours? Ouais. Eh bien, je crois que c'est un problème. J'ai essayé, il ne me donne pas la version d'essai. Oui. À Tours, parce que moi je suis à Tours, on a deux solutions, puis version craquée, puis
Si vous venez au bâtiment E, à la fac Grandmont, il y a la salle d'info au bâtiment E. Bah oui, mais je suis pas à Tours même, donc c'est pour ça. Voilà. D'accord. Je peux vous passer une version craquée. C'est gentil. Éventuellement. Parce que là, il n'a pas voulu. Il y a un accès. Je ne sais pas si par le CNRS il y a un accès, mais je n'ai pas trouvé. C'est pas clair. Je suis désolé, j'avais donc décrit dans le descriptif du cours, c'est un peu. Je sais qu'il y a eu quelques personnes qui ont dû faire acheter MATLAB par leur laboratoire. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à Orléans, on a une licence campus. Voilà. J'ai essayé Tours et il n'a pas à Tours, donc peut-être vous pouvez. Bon, je suis désolé si c'est là, je crois que ça va vous poser un problème. Sinon, il y a aussi une alternative qui est gratuite à MATLAB, c'est Octave, oui, qui est en open source, qui marche pas mal. Je crois juste qu'il y a certaines toolbox peut-être qui n'existent pas, mais l'imagerie, ça doit y être parce que c'est assez courant. Ah oui, Octave MATLAB. D'accord. Octave, c'est gratuit et ça marche très bien. Il y a des universités où ils utilisent ça directement parce que MATLAB, ça coûte trop cher pour eux. Bon, bah, je vais essayer ça. Oui, c'est pas mal aussi. Alors, le problème, c'est que je vais justement utiliser les trucs qui ne sont pas toujours dans Octave. Donc, je peux pas, voilà, en tout cas, vous pouvez toujours essayer de faire des. On verra. Ne garantis pas le service après-vente. D'accord. Ok, merci. Désolé. Bon, néanmoins, vous pouvez suivre la formation. Ok, très bien, merci. Shah Ahmed. Je suis là. Alors, donc je suis doctorant de laboratoire Prisme. Je suis à Châteauroux, le site Châteauroux à Junien, HUI. Je suis en thèse CIFRE avec la société Artedrone basée à Paris. Je travaille sur un sujet dans la robotique médicale pour faire naviguer des micro-robots dans le réseau vasculaire cérébral. Donc l'objectif, c'est d'aller traiter des pathologies cérébraux au niveau du cerveau pour traiter par exemple des anévrismes, des thrombus ou éviter des AVC. Très bien. Donc pour le traitement d'image, ce qu'on a besoin, c'est premièrement de la segmentation. On utilise des réseaux vasculaires cérébrales, donc on a besoin d'extraire les lignes centrales de chaque artère. Et pour ça va être vraiment un avantage pour aller planifier des micro-robots dans le réseau vasculaire, parce qu'on utilise un grand robot derrière pour faire le suivi de trajectoire. Et dans une deuxième partie, on utilise aussi du tracking, on utilise de la stéréovision pour traquer et extraire la trajectoire du micro-robot dans le réseau vasculaire. Pour faire après du traitement, est-ce que voir un peu l'erreur sur la trajectoire,